Bonsoir à tous, bienvenue dans le Nzimba, votre rendez-vous de l'actualité politique. L'invité de cette semaine est en charge de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger. Créé en 2014 par le décret 155, le département n'est pas très bien connu du grand public. Pourtant, ses missions transversales lui confèrent un statut particulier, une sorte de ministère gendarme en matière d'injustice sociale notamment. Au cours de cette émission, le ministre de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger va nous éclairer sur la feuille de route de son département. Bonsoir Patricia Taillé-Épouse-Zodi. Bonsoir Madame Nchanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant d'aborder les grands dossiers de votre département, comme le veut la tradition d'une Nzimba, je vous propose de suivre ce portrait parcours de vous. Ministre de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger depuis le 11 septembre 2015, Patricia Carly Taillé, épouse Zodi, est née le 25 août 1970 à Libreville. Ancienne élève du lycée technique national Omar Bongo, d'où elle sort nantie du baccalauréat technologique G3, diplômée d'État de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés de Dakar en 96, elle y prépare également un diplôme supérieur en travail social de 2004 à 2006. Master 2 en management du secteur public obtenu en 2008 dans le cadre du programme ACBF ENA UOB, Patricia Taillé-Zodi est administrateur civil. Ce parcours lui offre une expérience professionnelle dense. On note que Patricia Taillé a occupé les fonctions de responsable du service social du centre hospitalier de Libreville et du service social du centre de santé mentale de Mélène entre 1998 et 2004. Elle gravit les marches de l'administration, directeur du contentieux et des affaires sociales au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative entre 2006 et 2009. Directeur général adjoint des prestations sociales à la mairie de Libreville de 2009 à 2012. De janvier 2013 à septembre 2015, Patricia Taillé est au sommet de sa carrière administrative en accédant au poste de directeur général des prestations sociales à la mairie de Libreville. Son expérience professionnelle s'est enrichie des séminaires et des conférences à l'extérieur du Gabon. En 2010, elle participe à la 99e conférence internationale du travail à Genève en Suisse. En décembre 2014, elle a effectué une mission à Paris pour la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Patricia Taillé a également pris part au 4e sommet mondial des maires et leaders d'Afrique et d'ascendance africaine. C'était en juin 2015 à Accra, au Ghana. Femme très engagée en politique, Patricia Taillé-Zodi est conseiller municipal du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Membre du directoire du Centre des libéraux réformateurs, depuis plus d'une décennie, elle occupe au sein de cette formation politique les fonctions de secrétaire général adjoint chargé des questions électorales du CLR. Elle fut candidate aux élections législatives et municipales au 4e arrondissement de Libreville pour les échéances électorales allant de 2002 à 2013. Elle a une bonne connaissance du Gabon profond, elle aime la lecture, la musique et les voyages. Patricia Taillé-Épouse-Zodi, vous êtes ministre en charge de l'égalité des chances. Avez-vous souffert d'une quelconque discrimination à l'école, dans le milieu professionnel ou tout au long de votre parcours? Bien, je viens de voir que dans l'élément qui nous a été présenté, vous avez, n'est-ce pas, décliné mon parcours. Effectivement, je suis un produit de l'école publique laïque. Et j'ai commencé mon préscolaire au centre social Sœur Hyacinthe Antini, ensuite à l'école publique de Batavia 1, pour ensuite continuer mes études secondaires au lycée technique Omar Bongo à l'époque, le 6e en terminale. Et donc, lorsque vous me demandez si j'ai été victime de discrimination, ce qu'il faut comprendre dans la discrimination, c'est ce dont vous avez droit et que l'on ne vous donne pas pour une quelconque raison. Oui. Maintenant, est-ce que j'ai été victime de discrimination? Oui, non. Parce que, en tant que femme, j'ai pu, n'est-ce pas, accéder à une éducation de qualité. Là, vous n'êtes pas victime, c'est ça? Je ne suis pas victime à cet instant.
Mais lorsque je regarde en arrière, j'ai vécu certaines injustices, surtout entre la phase de l'école primaire et l'école secondaire. Vous êtes sans ignorer que entre le CP1 et le CM2, il y a 5 ans. Oui. Vous entrez en 6e, et plutôt au CP1 à 6 ans. Vous avez 5 classes à faire et vous êtes à 11 ans au CM2. D'accord? Et lorsque vous êtes à 11 ans au CM2, vous n'avez pas redoublé. Oui. D'accord? Vous avez un bon parcours. Vous avez un bon parcours. Et donc, j'ai rêvé dans le choix qui a été fait, parce que j'ai eu mon concours d'entrée en 6e, j'avais fait le choix d'aller au lycée national Léon-Mba, parce que je me sentais apte à y aller, parce que j'avais des très bons résultats, ou à l'Immaculée Conception. Et vous êtes retrouvé au lycée technique? Je me suis retrouvée au lycée technique. Ma mère a vu le ciel tomber sur sa tête. Pourquoi le lycée technique avec cette réputation que vous connaissez? Oui. Pourquoi le lycée technique? Et à ce moment-là, je n'avais pas conscience de ce choix qui a été fait par les responsables de l'éducation nationale à l'époque allait changer le cours de ma vie. Donc je n'ai pas pu peut-être réaliser mes rêves qui étaient d'être médecin, d'être avocate. Et je me suis retrouvée au lycée technique. Vous avez fait toutes vos classes jusqu'en terminale? Jusqu'en terminale pour avoir un bac G3, technique commerciale. Donc en fait, les affaires sociales n'étaient pas dans mon plan. Votre plan? Non. Mais pourtant, vous avez fait une belle carrière. J'ai fait une belle carrière. J'ai surtout gardé du lycée technique un établissement victime de préjugés, certes, Oui. mais un établissement qui a forgé ma personnalité. C'est à cause du lycée technique que certains défauts, certaines faiblesses auraient pu être surmontés. Donc un incident heureux, on va dire. Un incident heureux. Voilà. On a vu également que vous étiez curieuse et vos proches nous ont dit que vous aimez le voyage, vous aimez beaucoup voyager. Qu'est-ce que vous faites pour découvrir un pays dans lequel vous séjournez pour la première fois et pour le découvrir? Oui. Bon, moi j'aime le contact humain. Quand j'arrive dans un pays, le taximan déjà, c'est le premier contact. Vous prenez un taxi, vous échangez. Comment est ce pays, quelle est sa culture, comment vivent les personnes, ainsi de suite. Donc le contact humain m'apprend dans ces voyages. Donc je peux savoir si, dans le cadre de l'éducation, la femme a facilement accès à l'éducation. Dans le cadre politique, est-ce que le président se préoccupe, n'est-ce pas, des problèmes sociaux de la population? Est-ce que ça veut dire que la barrière de la langue, parce qu'à ce moment-là, vous devez vous exprimer peut-être dans un contact oui, de la langue locale? La langue locale. Donc, déjà, quand vous allez dans un pays, vous cherchez déjà à connaître, à savoir quel est le mot qui peut créer le lien avec la personne que vous allez trouver. Et donc, je m'efforce toujours, même si c'est en anglais, de déjà avoir le premier contact avec la... Voilà. D'accord, bah écoutez, et on peut avoir une destination préférée? La France. La France? Oui. Vous y allez régulièrement? Oui, j'aime bien. Vous aimez bien la France. Un autre moyen de vous évader également, Patricia Taillé-Pouzzodi, la littérature, la lecture. La lecture. J'ai découvert la lecture les 2 dernières années parce que mon époux m'a dit, si tu veux parfaire ta connaissance de la langue française, il faut beaucoup lire. Et donc, je lis. Quand j'ai un peu de temps, je lis. Je ne fais que ça. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette première partie du Nzimba. À 32 ans, vous briguez un mandat électoral. C'était en 2002. Vous vous présentez comme candidate aux élections législatives et municipales pour le compte du CLR. Donc, un pas important dans votre carrière politique. Qu'est-ce qui vous a emmené à le franchir? J'étais syndicaliste. J'ai commencé par le syndicat en 1998. Et vous savez que dans le cadre du syndicat, il s'agit de défendre les intérêts de la corporation. Et dans le cadre de mon métier, je suis travailleur social de formation.
j'ai été en contact avec la détresse sociale des populations. Je me suis dit, c'est vrai, je vais défendre les intérêts de la corporation, mais c'était pour moi réducteur. Il fallait faire plus. Il fallait apporter des réponses à ces situations problématiques. Et donc j'ai choisi de m'intégrer dans un parti qui avait la vision, cette vision sociale, cette vision d'un Gabon qui peut, n'est-ce pas, être vécu autrement. Et j'ai fait le choix, n'est-ce pas, d'intégrer ce parti en 2000. Alors on peut dire que le poste que vous occupez actuellement, ministre de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, finalement c'est un couronnement de votre parcours syndicaliste, affaires sociales, vous êtes toujours quoi Je soucieuse suis toujours dans du le bien-être social, toujours soucieuse du bien-être de mes compatriotes et concitoyens. Voilà. Merci Patricia Taillé pour cette franchise. Nous allons passer à présent à la deuxième partie de notre émission. Je vous propose maintenant de suivre ce reportage sur les enjeux de l'égalité des chances dans notre pays. Votre réaction tout de suite après. Que peut-on comprendre par égalité des chances? Comment se traduit-elle dans notre société et comment la mettre en œuvre? Telles sont les questions que bon nombre de nos compatriotes se posent chaque jour. Dans une société où le poids des traditions côtoie la modernité, quelle place pour l'égalité des chances? En mettant en place ce département ministériel, quelle mission principale les hautes autorités lui ont-elles assignées pour qu'il puisse les matérialiser? Dans tous les cas, depuis le début de l'année 2016, l'égalité des chances fait l'actualité. Le chef de l'État en fait son cheval de bataille, en témoigne la déclaration de l'N7. Le constat des autorités est clair, notre société traîne des injustices sociales qui s'accompagnent de privilèges indus. Il faut donc réduire ces inégalités. Maintenant que les fondements de la maison égalité des chances sont perceptibles à travers l'existence même d'un ministère, il faut entreprendre des actions pertinentes pour donner une visibilité à cette vision d'un Gabon plus juste et plus égalitaire. La construction de notre pays exige de tous les citoyens leur participation. Aux autorités chargées d'animer les nouvelles politiques, on exigera la prise de décision courageuse. Aux populations bénéficiaires de ces politiques, leur implication. La responsabilité individuelle des citoyens gabonais est donc engagée pour faire asseoir le concept et l'idée même de l'intégration dans nos valeurs culturelles de l'égalité des chances. Le signal est déjà donné par les plus hautes autorités. Il appartient aux techniciens de mettre maintenant toutes les stratégies pour véhiculer le message auprès des populations. Vaste champ politique, l'égalité des chances touche l'ensemble des secteurs d'activité. C'est une immense réflexion qui participe de la mise en place d'un Gabon nouveau, un Gabon où l'équité et la justice seraient les fondements de notre vivre ensemble. Madame le ministre, que doit-on comprendre par égalité des chances? Est-ce que cela signifie que la société gabonaise souffre de trop importantes inégalités? Déjà, ce qu'il faut comprendre par l'égalité des chances, je voudrais d'abord rendre à César ce qui est à César. L'égalité des chances est une vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est une vision qui a toujours guidé son action. L'égalité des chances ici est une vision qui ambitionne l'inclusion de l'ensemble des citoyens gabonais dans le processus de développement de notre pays. L'égalité des chances va régler la question des privilèges indus. L'égalité des chances, c'est d'offrir à chaque citoyen gabonais les mêmes opportunités de réussite. L'égalité des chances, c'est de faire en sorte que les facteurs comme l'appartenance politique, l'appartenance religieuse, provinciale, ethnique, ne conditionne pas l'avenir des citoyens gabonais. Voilà ce que c'est l'égalité des chances. Est-ce que la société gabonaise est inégalitaire? Toutes les sociétés du monde sont inégalitaires. Combien de fois n'avez-vous pas entendu un Gabonais dire « j'ai qui devant » Combien de fois? Pour traiter un dossier, qu'on nous a dit « ah, je n'ai personne, personne ne peut me traiter un dossier ». Combien de fois n'avez-vous pas vu un Gabonais qui a envie d'accéder à des soins de qualité, dire qu'il n'a pas les moyens d'accéder. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, votre département va à la rencontre de ces Gabonais qui
finalement ont du talent et ne pouvaient pas peut-être espérer accéder à certaines fonctions. Mais le président de la République lui-même a fait le constat, sans langue de bois. Il était question d'un système où il fallait appartenir à une famille. Il fallait avoir un nom. Il fallait être issu d'une province, d'un parti politique pour pouvoir accéder à une position sociale meilleure. Aujourd'hui, le président de la République, faisant lui-même le constat, dit « Désormais, on ne rétribue que l'effort, on ne rétribue que le mérite, on ne rétribue que le travail. » Pour poursuivre le débat, Louis-Philippe Baninga nous a rejoint. Bonsoir Louis-Philippe. Bonsoir Patricia Ochanga. Bonsoir Madame le Ministre. Bonsoir. Vous l'avez bien dit, dans les faits, toutes les sociétés sont inégalitaires. Mais du point de vue du droit, l'état de droit est une société égalitaire. Dans ces conditions, comment se déclinent alors vos missions? Bien, ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'égalité des droits est consacrée par notre Constitution. Le président de la République, chef de l'État, a pensé que l'égalité des droits ne pouvait pas à elle seule régler les problématiques d'exclusion, de marginalisation et de discrimination. Il a décidé d'adjoindre à l'égalité des droits l'égalité des chances. Et donc, notre mission en tant que département, c'est de concevoir et d'élaborer, n'est-ce pas, la politique publique en matière d'égalité des chances et de Gabonais de l'étranger. Donc, il s'agit pour nous de faire la promotion de l'égalité des chances, de veiller au respect du principe d'égalité des chances dans l'élaboration de tous les textes, de faire en sorte que ce principe soit vulgarisé, que ce principe rentre dans le quotidien des Gabonais. Et donc, vous avez parlé de politique publique. Est-ce que vous avez des axes stratégiques, des grandes lignes? Bien, je ne peux pas parler de grandes lignes. Vous savez, l'égalité des chances, c'est une mission transversale. Plusieurs départements sont porteurs de la mission. Et donc, il faut déjà mettre en place la structure, qui est le dispositif qui va être chargé d'élaborer la politique publique. C'est pourquoi le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a récemment signé un arrêté qui met en place ce comité, ce dispositif qui va élaborer la politique publique. En effet, votre ministère est jeune, puisqu'il a été créé très récemment. Est-ce que vous disposez des moyens pour conduire à bien vos missions? Le premier moyen pour nous, prioritaire, c'est l'engagement du président de la République, chef de l'État, qui a lancé le 23 février dernier le programme pour l'égalité des chances. Le deuxième moyen, c'est le soutien de la Première Dame, Mme Sylvia Bongo Ndimba, qui, de par ses actions, n'est-ce pas, fait déjà la promotion de l'égalité des chances dans notre pays. Ensuite, vous avez la collaboration des départements en charge de porter, également co-porteurs, n'est-ce pas, de cette mission. Donc, nous avons de la ressource. Il s'agit simplement de faire en sorte que ces ressources se mobilisent un peu plus pour porter l'égalité des chances dans notre pays. Oui, vous avez parlé de mission transversale. Et quand vous parlez de ressources, on comprend bien qu'il s'agit aussi des ressources humaines. Est-ce qu'elles sont suffisantes à ce jour? Ressources humaines, vous savez, vous avez dit que c'est un jeune département. Nous avons priorisé comme action de mettre en place le cadre organique. C'est l'administration qui met en œuvre une politique. Et donc, le gouvernement, n'est-ce pas, a adopté des textes portant création et organisation de notre département. Nous avons eu le texte en novembre 2015, le texte portant création et organisation de la Direction générale des Gabonais de l'étranger, le texte portant création et organisation du ministère, et le texte portant création et organisation de la Direction générale de l'égalité des chances. Donc nous avons déjà la structure, il s'agit maintenant de rendre cette structure fonctionnelle en nommant des hauts cadres aux postes qui ont déjà été formalisés. Patricia Taillé-Pouzzodi, vous êtes dans le Ndimba. Aujourd'hui, l'égalité des chances est un nouveau département, une nouvelle conception. On s'est rapproché de vos usagers. Il s'avère qu'ils se rapprochent de vous parce qu'ils ne savent pas toujours où trouver des solutions par rapport à un conflit au niveau du logement, par rapport à un conflit au niveau des bourses, parce que votre département a cette dénomination suffisamment claire ou qui donne espoir. Comment vous gérez ces personnes qui viennent vers vous?
Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que nous travaillons avec les ministères concernés par les ponts. Nous ne sommes pas acteurs principaux. Nous saisissons les départements ou concernés par les discriminations qui sont faites aux populations. Et ce sont ces départements-là qui règlent les problèmes de ces compatriotes. Et donc nous sommes tout le temps saisis par les compatriotes qui sont victimes d'injustice. C'est comme, je peux prendre le cas de notre compatriote qui a été admis à un concours inter-État au niveau de la SECNA, affiché, mais qui n'a pas pu rejoindre la formation tout simplement parce que son nom a été briefé. À partir de ce moment-là, notre département, avec mes collaborateurs, nous faisons une enquête pour établir la véracité de la saisine et ensuite nous saisissons le département en charge du transport pour essayer de rétablir notre compatriote dans ses droits. Si l'on comprend bien, votre ministère consiste alors à la veille, à l'alerte, mais est-ce que vous disposez de moyens de coercition? Bien, nous sommes un département sentinelle. Nous ne pouvons pas être juge et partie. Nous estimons que la collaboration, parce que tout le monde est animé de la volonté, tout le gouvernement est animé de la volonté de faire de l'égalité des chances une réalité dans notre pays. Et donc, il n'y a pas de raison que lorsqu'on saisit un autre département pour régler une problématique d'un compatriote, que ce problème ne soit pas réglé. Parce qu'on connaît quand même l'administration gabonaise décriée par endroits pour ses lenteurs et pour ses négligences. Vous savez, nous sommes un gouvernement. Le gouvernement a la responsabilité d'assurer le mieux-être de ses populations. Vous dites bien que l'administration est lourde, d'accord? L'administration discrimine. Cette administration, nous avons la responsabilité, lorsqu'elle discrimine, de la changer. Et donc, nous pensons que nous avons les outils nécessaires pour, n'est-ce pas, faire en sorte que nos compatriotes ne soient pas discriminés dans leurs droits. Si on fait un léger bilan de votre action, est-ce que vous avez une idée des actions concrètes qui ont été menées jusqu'à ce jour? Bien, nous sommes un jeune département, comme on vous l'a dit. La première des choses, c'est déjà promouvoir. C'est quoi l'égalité des chances? Vous m'avez posé la question. Beaucoup de compatriotes ne savent pas que l'égalité des chances, c'est de permettre à ce qu'il accède à son droit. D'accord? Qu'il accède à une meilleure position. Qu'il accède aux dispositifs qui sont mis en place par l'État. Parce que les dispositifs existent. Lorsque l'on parle de la santé, la CNAMGS, j'ai écouté le vice-premier ministre la dernière fois qui disait qu'il n'y a pas 800 000 économiquement faibles. D'accord? Ça veut dire que dans notre pays, il y a des Gabonais qui n'ont pas compris que lorsqu'on a mis ce type de dispositif, c'est pour aider les plus faibles. D'accord? Donc, pour que le plus faible accède à ce dispositif qui a pour objectif de réduire les inégalités d'accès aux soins de qualité, il faut absolument que toute la chaîne se sente concernée. Toute la chaîne. Et donc, lorsque vous me demandez comment faire pour que chaque Gabonais ait accès à ce qui lui est dû, il faut effectivement que chacun de nous pense à l'autre compatriote dans l'exercice de nos fonctions. Madame la ministre, nous n'allons pas vous laisser développer cette partie parce que nous allons la développer, la responsabilité citoyenne, dans quelques instants. Mais à présent, je vous propose de suivre un autre pan de votre département. Ce sont les Gabonais de l'étranger. Leur apport dans le développement du Gabon, c'est la thématique du reportage qui suit. Qui aurait pu penser qu'un département ministériel serait dédié entièrement aux Gabonais de l'étranger vivant ou résidant à l'étranger? Qui aurait pu penser que ces compatriotes, plus de 30 000 aujourd'hui, constituent une élite disséminée à travers le monde qu'il faut désormais prendre en compte? Certes, il y a déjà des pans entiers de quelques départements ministériels qui traitent des différents aspects des Gabonais de l'étranger, mais force est de reconnaître que la création d'un département ministériel offre aux compatriotes installés à l'extérieur l'assurance et la garantie d'une protection de leur mère patrie.
Il s'agit d'un pas important vers l'intégration de ces compatriotes dans les politiques nationales de développement. Ces Gabonais, pour la plupart d'entre eux, sont des femmes et des hommes bien formés. Ils sont ingénieurs, médecins, avocats, enseignants ou encore chercheurs, scientifiques, journalistes, spécialistes du high-tech, banquiers, informaticiens. Installés à leur propre compte ou sous-traitants, ou encore employés de grandes entreprises dans leur pays de résidence, ces compatriotes peuvent être des vecteurs de développement pour notre pays. En effet, leur présence dans les pays industrialisés est un avantage pour la réalisation des politiques gabonaises en matière de transformation. Voilà des intelligences que le gouvernement gagnerait à attirer en mettant en place des politiques attractives, en améliorant davantage l'environnement des affaires. Offrir à cette diaspora les moyens et les chances de s'épanouir ici même au Gabon. Cette diaspora pourrait être une excellente locomotive pour tirer vers le haut en matière d'entrepreneuriat et d'initiatives privées ceux de leurs compatriotes vivant sur le sol national. Les Gabonais de l'étranger sont-ils si différents au point d'avoir un ministère à part? Non, ce sont des Gabonais, comme tous les autres. Mais dans la vision du président de la République, chef de l'État, les Gabonais, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, doivent pouvoir, n'est-ce pas, participer au processus de développement de notre pays. D'où, n'est-ce pas, la création d'un département en charge des Gabonais de l'étranger. Est-ce que ça veut dire que vous tenez, enfin, le gouvernement tient à ce qu'il y ait toujours un lien fort avec la mère patrie? Rétablir le lien avec la mère patrie, mais surtout prendre en compte l'expertise de la diaspora. Parce que vous êtes sans ignorer que nous avons un objectif à atteindre en 2025, c'est le Gabon émergent. Cet objectif ne peut être atteint qu'avec une expertise. Et nous avons besoin de l'expertise de tous les Gabonais. Jonas Osombe nous a rejoint pour poursuivre le débat. Bonsoir madame. Bonsoir. Selon vos chiffres, près de 30 000 Gabonais vivent à l'étranger et cette diaspora est, dit-on, élitiste. Est-ce que ce n'est pas finalement une perte pour le Gabon d'avoir toute cette main-d'œuvre, toute cette intelligence hors de ce pays? Ce n'est pas une perte, c'est pourquoi nous avons créé un département en charge des Gabonais de l'étranger pour mobiliser, n'est-ce pas, cette énergie, pour mobiliser cette expertise. Donc ce n'est pas perdu. Donc il faut simplement rétablir le lien avec la mère patrie pour que ces Gabonais se sentent concernés par le développement de leur pays. Justement, comment vous faites pour qu'ils soient un peu plus concernés par le développement de ce pays? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que mon prédécesseur a fait le tour. Nous ne sommes pas arrivés à 35 000 comme ça. Nous avons, dans le cadre de nos missions, la mission de localisation, d'identification et de recensement de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et donc, dans le cadre de nos missions, effectivement, nous avons la responsabilité de fédérer tous nos compatriotes qui sont à l'extérieur autour des conseils comme celui du Conseil des Gabonais de France, le Conseil des Gabonais du Sénégal qui a été mis en place. Dès lors que nous aurons déjà atteint l'objectif d'établir ces conseils dans chaque zone, nous allons arriver au Conseil des Gabonais de l'étranger. Et il a été question justement d'un fichier. Où est-ce que vous en êtes? Vous êtes d'accord avec moi que pour mobiliser les compétences de la diaspora, il faut savoir où se trouvent ces compétences. Et donc, dans le cadre de la mission assignée à la Direction générale des Gabonais de l'étranger, il s'agira pour cette direction, n'est-ce pas, de recenser, d'identifier et de localiser toutes ces compétences. Justement, dans le souci de les faire venir, il faut des mesures incitatives, d'encouragement. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Bien, nous pensons qu'il faut créer des conditions favorables à leur retour. D'accord? Beaucoup se plaignent que lorsqu'ils arrivent pour pouvoir s'installer, il y a des écueils au niveau des procédures administratives. C'est difficile de pouvoir créer une entreprise. C'est difficile pour eux d'avoir accès à un logement. Et nous avons mené une étude et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait absolument créer ces conditions pour qu'ils rétablissent le lien
avec la mère patrie. Nous avons commencé avec la convention qui a été signée avec la zone spéciale NCOP pour permettre aux Gabonais qui veulent investir au Gabon de trouver déjà un espace attrayant pour pouvoir s'installer. Ça, c'est au niveau de l'investissement. Maintenant, Oui. celui qui veut, qui cherche un emploi, qui abandonne son emploi à l'extérieur et qui rentre au Gabon, qui aspire à travailler dans son pays, comment faites-vous pour lui faciliter cette démarche-là? C'est effectivement, n'est-ce pas, notre Parce mission. qu'en même temps, ils sont nombreux à rentrer et à ne pas trouver de l'emploi tout de suite. Hein. Bien ils sûr. font 1, 2, Mais 3 ans. même les Gabonais d'ici ont les mêmes problèmes. D'accord? Maintenant, pour ce Gabonais de l'étranger qui veut revenir au Gabon, nous avons la responsabilité de l'appuyer, de l'accompagner dans ses démarches pour pouvoir trouver un emploi qui sied à son profil. Oui, ça c'est ce que ce sont vos missions. Oui. Mais est-ce que vous avez des contacts particuliers dans une administration? Nous sommes le gouvernement, nous sommes un département. Nous avons des échanges, nous travaillons. Je continue à dire que c'est un département qui travaille en collaboration avec les autres départements. Cette question vous est posée parce qu'on a l'impression, une fois Ali Bongo au pouvoir, à partir de 2009, octobre 2009, beaucoup avaient l'espoir qu'en rentrant, ils devaient avoir de l'emploi en fonction des politiques qui leur étaient proposées. Mais il y a beaucoup. Mais vous dites qu'il y a beaucoup? Il y a beaucoup qui sont rentrés, qui ont eu Et des qui emplois. ont de Combien de l'emploi. Gabonais avez-vous? Est-ce que vous avez un nombre? Non, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, nous avons plusieurs catégories de Gabonais de l'étranger. Oui. Nous avons des Gabonais qui sont étudiants au départ. Nous, on parle de ceux qui ont abandonné leurs emplois pour venir travailler au pays. Non, il est difficile pour un Gabonais de l'étranger d'abandonner son emploi sans pourtant s'assurer que au pays, il va retrouver un autre emploi. Il est difficile. D'accord? Les cas que nous avons, ce sont ces Gabonais-là qui décident de ne pas rompre avec le pays d'accueil, mais qui voudraient avoir un pied à terre au Gabon. D'accord? Sur le plan économique, donner, pouvoir participer, n'est-ce pas, à l'essor de notre pays. Nous avons affaire à ce type de Gabonais. Maintenant, ces Gabonais-là, qui sont étudiants, qui ont décidé de s'installer à l'étranger et qui, malheureusement, n'ont pas pu, n'est-ce pas, réussir, décident de rentrer. Mais quand ils décident de rentrer, ils se rendent bien compte que les conditions, parfois, sont difficiles par rapport au pays d'accueil. Nous avons l'obligation de les accompagner. Et nous les accompagnons comment? En les aidant, avec les autres départements, à s'intégrer et à se réinsérer. C'est la même question qui va revenir. Est-ce que vous avez les chiffres? Non, pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres. Pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres. Nous travaillons au cas par cas. C'est sûr que dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel, nous allons revenir vers vous pour vous donner des chiffres. Et la question également peut être posée à l'inverse pour les Gabonais qui décident de rester et de vivre donc à l'étranger. Quel est votre appui au niveau donc du bien-être de ces compatriotes qui ont décidé de s'installer ailleurs? Bien, déjà, nous avons un partenariat avec le ministère de l'Habitat parce que beaucoup, n'est-ce pas, lorsqu'ils reviennent au pays, on se gêne de pouvoir repartir au quartier, déranger parfois la famille et voudraient avoir accès à un logement social. Nous avons pu, avec le ministère de l'Habitat, réserver un quota aux Gabonais de l'étranger pour faciliter, parce que c'est le premier problème, la question du logement. Ensuite, pouvoir s'intégrer dans les dispositifs qui sont mis en place. Lorsqu'on parle de financement des activités génératrices de revenus, ça ne concerne pas que les Gabonais d'ici. Ça concerne également les Gabonais de l'étranger qui a décidé de revenir. Donc il y a des dispositifs qui sont mis en place. Il s'agit pour nous d'accompagner le Gabonais qui revient pour qu'il ait accès à ces dispositifs. Justement, toujours pour poursuivre dans la foulée de ce qu'elle vous pose comme question, il y a ces compatriotes qui sont affectés à l'extérieur, des fonctionnaires, j'entends, qui cotisent au niveau de la CNEMGS, mais dont, Ils ne bénéficient mais pas qui de ne leurs bénéficient pas de prestations. soins. Bien. Où vont leurs cotisations et comment vous faites pour que cette situation soit résolue? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une situation qui a été déjà
traité, qui est en train d'être traité par le vice-premier ministre en charge de la santé, parce qu'il s'agit de la CNAM-GS. Oui. Là, vous parlez des fonctionnaires qui sont en stage, des diplomates qui sont affectés et qui cotisent à la CNAM-GS. Et donc, dans le cadre du principe de la territorialité, n'est-ce pas, ce principe-là, la CNAM-GS est en train de revoir comment prendre en compte, n'est-ce pas, ces Gabonais qui sont affectés dans Et ces Gabonais qui naissent à l'extérieur? Les Gabonais qui naissent à l'extérieur, c'est-à-dire? Les actes de naissance, les enfants, les Gabonais, c'est ces Gabonais qui Ils se rapprochent simplement de l'ambassade pour déclarer les naissances de leurs enfants. Il y a deux cas de figure. Oui. Vous avez des Gabonais qui ont décidé de créer des familles à l'étranger, d'accord, qui ont fait des enfants avec des autochtones, d'accord. Comment prouver que vous êtes le géniteur de cet enfant si vous n'êtes pas marié? Comment? Lorsque l'on sait que beaucoup veulent accéder à la nationalité gabonaise. C'est là tout votre rôle, justement. Mais justement, il faut sensibiliser nos compatriotes pour dire que lorsque vous décidez de fonder une famille à l'étranger, il faut faire en sorte que vous sécurisez cette famille-là. Et on ne sécurise une famille que par le lien du mariage. Donc les Gabonais ne bénéficient toujours pas de la double nationalité, ce n'est pas possible. C'est possible, c'est possible. Mais ça encore, le ministère des Affaires étrangères est le département compétent en la matière. Madame le ministre, une quinzaine de compatriotes sont en prison à l'étranger. Le cas le plus célèbre est cette Gabonaise qui, depuis 15 ans, croupit dans les geôles d'un pays d'Asie, la Thaïlande. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le gouvernement abandonne tous ses compatriotes qui sont en prison? Le gouvernement gabonais n'abandonne pas ses compatriotes où qu'ils soient. Nos ambassades, n'est-ce pas, accompagnent nos compatriotes. Il y a une assistance juridique de ces compatriotes par l'ambassade. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre la Thaïlande et notre pays, et le ministère des Affaires étrangères s'occupe de la question. Maintenant, en ce qui concerne le message à faire passer à nos Gabonais qui sont à l'étranger, c'est de respecter les lois en vigueur dans les pays d'accueil. Il n'y a pas de passe-droit. Lorsque vous avez décidé de vous expatrier, il faut respecter ce pays d'accueil. Autant le gouvernement met en place des politiques publiques pour favoriser l'égalité des chances, autant les populations doivent manifester leur adhésion pour favoriser leur mise en œuvre. La responsabilité citoyenne, c'est la thématique que nous allons aborder. La crise économique qui frappe le Gabon, notamment son secteur pétrolier, paralyse certains secteurs vitaux du pays dont le fonctionnement dépendait de la manne pétrolière. Sur cette base, on constate que le développement même du pays dans ce domaine s'en trouve bloqué. En dépit de ces difficultés relevées sur le terrain, les pouvoirs publics mettent tout de même l'accent sur le social. Priorité des priorités. Les projets et les politiques touchant l'ensemble des Gabonais en termes de bien-être sont maintenus en l'état. C'est le cas de l'aide apportée aux Gabonais économiquement faibles, aux veuves, aux orphelins, à l'accès aux soins de santé et des prestations sociales via la CNAM-GS. Les politiques d'emploi sont elles aussi mises à rude épreuve, mais l'État tient bon et la formation professionnelle se poursuit, ainsi que le concours social que l'État apporte désormais aux compatriotes résidant à l'étranger, connus sous l'appellation Gabonais de l'étranger. Aujourd'hui, le projet Un jeune, un métier est une réalité, au vu de nombreuses sessions de formation qui se déroulent sur le territoire national. Ainsi, on peut relever que l'État seul ne peut faire aboutir ces politiques volontaristes. Elles comportent certes des écueils, des difficultés dans leur mise en œuvre, mais la volonté est là. Elle appelle de notre part, notamment des populations, une forte dose de responsabilité. Aller vers le changement des mentalités pour réaliser cette œuvre qui est en train de se bâtir. Loin d'être un slogan creux, l'égalité des chances est une réalité qui est sous-tendue par une responsabilité de ceux qui sont bénéficiaires et acteurs du système social mis en place. Patricia Taillé, épouse Zodi, vous êtes un acteur politique, vous aimez le contact avec les populations. Pourtant, ces dernières années, on constate comme une fronde des populations vis-à-vis du discours politique. Comment cela s'explique-t-il? La responsabilité du politique, de l'homme politique, de la femme politique. Tout
tout simplement. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, on a fait croire à nos populations que pour accéder à un service, il fallait dépendre du député, il fallait dépendre du ministre. Avec l'égalité des chances, il s'agit d'autonomiser nos populations. C'est difficile à y croire parce qu'on est resté pendant plusieurs années dans ce schéma. Et nous espérons que les populations vont adhérer à ce programme de l'égalité des chances. Parce que c'est un programme qui va donner l'indépendance à ces populations. Moi, je suis d'avis Donc vous, que politiques, vous devez changer de discours. nous devons changer de discours, mais pas simplement le discours, parce qu'un discours, il ne doit pas rester au stade du discours. Un discours s'accompagne des comportements, des actes que nous posons. Or, le constat sur le terrain, c'est que, à force de faire croire à nos populations que vous ne pouvez pas vous en sortir, ben, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent s'en sortir que par le député, que par le ministre. Mais qu'est-ce qui est mis en place justement pour sensibiliser les populations quant à cette nouvelle version ou cette nouvelle Voire même pratique? vos pères. Ouais. Nous allons faire notre travail. Nous allons faire notre travail de sensibilisation, de promotion de l'égalité des chances dans notre pays. Donc la politique du dindon et du poulet, c'est bon, c'est fini? Effectivement, moi je vais vous dire ce qui dérange aujourd'hui. Ce qui dérange, c'est de savoir que ce n'est plus parce qu'on appartient à telle famille que nous pouvons accéder à une position sociale. Ce qui dérange, c'est de dire que avec le dispositif CNAMGS, je n'ai plus besoin d'aller présenter mon ordonnance chez le ministre. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est de se dire que je n'ai plus besoin, pour enterrer mon parent, d'aller rencontrer le maire. Voilà ce qui dérange nos politiques. Ils ont tellement instrumentalisé nos populations que ceux-là même... Parce que moi, je vais vous dire... Vous n'avez aucune part là-dedans? Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez que beaucoup de nos populations ne se sont pas fait enrôler à la CNAMGS parce qu'on leur a dit que lorsqu'il faut prendre les empreintes, il s'agissait de prendre leur chance? Vous savez ça? Tout à fait. Vous savez? Tout à fait. Ça, c'est un discours du politique qui a voulu boycotter, n'est-ce pas, l'immatriculation de nos populations en sachant très bien que ces populations vont accéder désormais à des soins de meilleure qualité. Est-ce qu'on vous comprend, si on veut bien vous comprendre, Patricia Taillé-Pouzodi, ça veut dire que l'homme politique gabonais souhaitait la paupérisation de ces populations? L'homme politique gabonais n'a pas eu le discours franc, d'accord? Il ne s'agit pas de faire des dons aux populations. Un député, quel est son rôle? Est-ce que le citoyen qui réside au quartier Kingélé connaît le rôle du député? Lorsqu'il va à l'élection pour élire un député. Il vote des lois, normalement, le député. D'accord? Il vote des lois, il contrôle l'action du gouvernement. Beaucoup le savent. Mais comme vous l'avez dit, ça dépend aussi du discours qui est vendu à la population. Mais justement, parce que l'homme politique est conscient que l'information, lorsque la population a l'information, la population a le pouvoir. Madame le ministre, changeons ensemble, c'est le leitmotiv du président candidat. Dites-nous la réalité qu'il y a derrière ce slogan. Est-ce que ça peut être perçu comme un simple slogan électoraliste? Lorsqu'il s'agit de changement de mentalité, vous aurez toujours des résistances au changement. Lorsque le président de la République nous invite à un changement, c'est un changement radical de mentalité. Pourquoi? Lorsqu'on lance le projet Graines, c'est pour atteindre quel objectif? La sécurité alimentaire, la création d'emplois et permettre à ce que le Gabonais soit acteur de ce qu'il mange. L'autonomie alimentaire. Or, ce qui se passe, ce sont les Gabonais qui font une contre-campagne. Parce que certains Gabonais estiment que le Gabon doit toujours dépendre de l'extérieur, alors que ça coûte à l'État près de 300 milliards de francs CFA. Ces 300 milliards ont un impact sur le panier de la ménagère. Nous dépendons de nos voisins pour la banane, le manioc. Vous ne serez pas fiers que nous ayons des produits locaux. Est-ce que là Made aussi, in Gabon. Madame le ministre, est-ce que là aussi, ce n'est pas les politiques qui ne jouent pas leur rôle? Mais c'est justement cela.
C'est À pour vous dire que commencer par vous, c'est gouvernement. pour vous dire que nous avons la responsabilité individuelle de changer notre pays. C'est pourquoi il parle d'ensemble. Il n'y a pas un Gabon pour le président de la République, chef de l'État, un Gabon pour son gouvernement et un Gabon pour vous et un Gabon pour celui qui se trouve à Kingele. Il y a un Gabon pour nous tous. Mais Et pourquoi un pays ne peut pas se construire rien qu'avec le président de la République, rien qu'avec les membres du gouvernement, parce que vous êtes également acteur Mais du pourquoi- développement de ce pays. Pourquoi on a l'impression que le slogan est abandonné aux populations? C'est-à-dire, une fois il est donné aux populations, ça y est, on le laisse avec eux et Mais non. les politiques ne suivent pas derrière Mais non. pour pouvoir appuyer. Il ne s'agit pas chaque fois, et c'est vraiment le mal de notre pays, de ne pas avoir le discours vrai. Nous caressons trop nos populations dans le sens du poil. Il faut dire la vérité. Il faut dire aux Gabonais que lorsque tu as une parcelle de pouvoir, il ne faut pas discriminer ton compatriote. Il ne faut pas discriminer ton frère. Ce n'est plus de la responsabilité unique du président de la République et son gouvernement. Vous avez à cœur, n'est-ce pas, de traiter un dossier. Traitez-le de manière impartiale et neutre. Vous contribuez déjà au développement de notre pays. Donc, c'est une affaire de changement qui concerne l'ensemble des populations. Mais derrière le discours, il y a quoi? En fait, c'est ce que les Gabonais veulent savoir. Derrière le discours, il y a la volonté d'impliquer l'ensemble des citoyens gabonais, de faire en sorte que le Gabonais se sente concerné par ce qui se fait, une gestion participative du pays. C'est ça qu'il y a derrière ce discours. Ce n'est pas un seul slogan comme l'avenir en confiance. Aujourd'hui, vous voulez mettre quelque chose de... Mais je vais vous dire une chose. Ce programme pour l'égalité des chances, il est déjà mis en œuvre. Je vous ai parlé du dispositif de la CNAMGS, je vous ai parlé du financement des activités génératrices de revenus, Oui. je vous ai parlé d'un certain nombre de choses. Mais c'est déjà en train d'être mis en place. Maintenant, il s'agit pour nous de communiquer, c'est ce que nous sommes en train de faire, de communiquer sur cette vision. Ce n'est pas une vue de l'esprit, sinon on ne serait pas là. On ne peut pas créer un département. Lorsqu'on crée un département qui est chargé d'une question, c'est pour répondre à un besoin. Et je crois qu'il faut que les Gabonais sachent que même si vous êtes à Kingele, vous êtes dans les Mapal, vous pouvez, avec votre talent, changer les choses. Vous n'êtes pas condamné. C'est pourquoi C'est toujours le discours, ça. Non, non, ce n'est pas le discours. Moi-même, je suis un produit de l'égalité des chances. Vous me connaissiez avant Du tout. d'être ministre? Du tout. Mais non. Je suis un produit de l'égalité des chances. Lorsque le président de la République m'a fait confiance, il n'a pas cherché à savoir de quelle famille j'appartiens. Il n'a pas cherché à savoir de quelle ethnie je suis. Parce que vous allez me dire que j'appartiens à un parti politique, certes, mais il y a plusieurs personnes dans le parti politique. Pourquoi moi? D'accord? Donc je suis à même de témoigner de la volonté du chef de l'État, n'est-ce pas, de faire de l'égalité des chances une réalité. Ceux qui ont appris à Capo se retrouvent aujourd'hui en moi. Parce que ils ont l'impression, pas que l'impression, ils savent que apprendre à Capo ne veut pas dire que vous allez finir votre vie à ne rien faire ou quoi que ce soit. On peut avoir appris à Capo et aujourd'hui devenir ministre. Ça crée de l'espoir. Il faut des modèles. Il faut des success stories, comme on dit en anglais. Et arrêter de vendre une image d'un Gabonais qui perd. Si vous avez à l'esprit que nous voulons arriver, vous savez, l'émergence, c'est un état d'esprit. Hein. Si vous nettoyez votre espace ce matin, même si vous habitez à Kingele, nettoyez votre espace. C'est un état d'esprit. Il y en a d'autres qui pensent que pour assainir son milieu, c'est l'État. C'est de votre responsabilité d'assainir. On revient toujours à la même question. On a l'impression que derrière le discours, il n'y a pas l'effet accompagnateur qui veut que sur le terrain, la population puisse se retrouver en Mais fait. quand on parle de financer les activités génératrices de revenus, moi je vais vous prendre un exemple. Pourquoi le FODEX a échoué? Vous pouvez me dire? Puisque vous en savez, allez-y. Le FODEX a échoué parce que les Gabonais eux-mêmes
ont voulu que ça échoue. Il n'y avait pas de remboursement dans les D'accord. prises en charge. On vous donne... Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'on a donné aux gens qui étaient déjà nantis? Entre autres. Et qu'en réalité, cette aide qui était Non. Moi, réservée. Je vais vous prendre l'exemple d'un jeune à qui on a donné un taxi. Dans notre culture, nous aimons le cash. Pas 1000 francs, pas 2000, non. Nous aimons le cash, mais du vrai cash. Quand je l'ai reçu, il m'a dit pourquoi je n'ai pas gardé le taxi, parce que j'avais l'impression que 100 francs, 100 francs, 100 francs, ça me donnait 20 000. Et en même temps, il fallait... Vous avez combien de jeunes comme ça? Plusieurs jeunes comme ça. Parce que de ce qu'on sait... Plusieurs jeunes comme ça. Ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire, c'est plusieurs jeunes qui sont concernés. Lorsque nous sommes en train de mettre en place, pas de mettre en place un jeune, un métier pour les déscolariser, c'est sérieux. C'est près de 30 000 jeunes qui sont concernés. Okay. D'accord? Ce sont des jeunes qui vont retrouver une vie. Parce que, à partir de la formation qui va leur être donnée, ils pourront accéder à un métier, donc à un emploi. Ce n'est pas à négliger. C'était des personnes qui étaient déjà désespérées. Parce que déscolarisées, ils n'avaient plus d'espoir. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne vaux rien. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien. Mais on vous donne là la démonstration qu'il faut créer de l'espoir. Lorsque vous ne rêvez plus dans un pays, ce n'est plus la peine. Faites-les rêver alors. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Votre mot de fin encore, Madame le ministre. J'invite les Gabonais à beaucoup plus d'optimisme. J'invite les Gabonais à croire en leur pays. J'invite les Gabonais à un véritable changement, mais un changement de mentalité. Parce que nous avons du talent, nous avons du mérite, et aujourd'hui, le président de la République, chef de l'État, a fait du mérite, du travail, un critère d'accès à une position sociale meilleure. Désormais, vous n'avez pas besoin de vous appeler fils de Madame Zodi. Désormais, vous n'avez pas besoin d'être fan. Désormais, vous n'avez pas besoin d'être pour nous. Vous êtes tout simplement Gabonais, vous avez le mérite, vous avez le droit, vous y accédez. Merci Madame le ministre d'avoir accepté notre invitation. Aux téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro du Ndimba. Pour animer les débats, j'étais accompagnée de Louis-Philippe Badinga et de Jonas Osombe. Merci à l'équipe technique. À très bientôt.